Quand j'y suis retourné en février, je connaissais l'examen, je connaissais le centre, j'y suis allé un petit peu plus détendu et au final j'ai pu avoir 400, score qui m'a permis aujourd'hui d'aller à l'ECP. Bonsoir Clément. Bonsoir Jean. Alors, épisode 2 donc, des secrets d'admission. Pour rappel, hein, donc hier on a eu un premier épisode avec Simon qui a intégré l'ESSEC après un parcours assez particulier qui combinait des sciences humaines notamment jusqu'à un niveau Master 2. Donc voilà, donc maintenant on a le plaisir de te recevoir Clément. Bah ouais, plaisir partagé. Un parcours alors, qui a sa particularité quand même, mais un peu plus fréquent dans le paysage du AST, parce que tu as fait l'IE Madrid. Exactement. Alors pas en business, hein, tu vas nous expliquer ton parcours de toute manière. La particularité selon moi de ton parcours, c'est que contrairement à beaucoup d'étudiants internationaux, tu n'as passé ni le GMAT, ni le GRE, ni le TSSHL, mais notre test Cocorico, le fameux Taj-Maj, Exactement. dont on va parler. Tu nous expliqueras ton parcours, pourquoi ce choix, comment tu as vécu la prépa. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà le contexte général, surtout que t'es pas parisien, il me semble. Et non, pas du tout. Il n'y a pas que des Parisiens, parce qu'on parle des Parisiens. Voilà. Donc si tu peux nous expliquer déjà d'où tu viens, Ouais. comment tu as fait tes choix de parcours après le bac, etc. Déjà le bac que tu as passé, qui t'a permis donc d'intégrer l'IE Madrid. Exactement. Et avant de parler des écoles, du Taj-Maj et tout ça, comprendre ton parcours. Très bien. Bah, moi je m'appelle Clément, je suis bordelais. Donc j'ai passé toute mon enfance à Bordeaux, etc. Et puis j'ai eu la chance, via le travail de mes parents, de partir faire à la fin de mon lycée à Madrid. Donc j'étais déjà attiré par l'international parce que j'étais parti en Australie quand j'étais en seconde. J'étais parti 3 mois pour perfectionner mon anglais. Et donc là j'ai sauté sur l'opportunité pour partir à Madrid pour faire la fin de mon lycée, même si ce n'était que la terminale. Au lycée, moi j'étais pas extrêmement scientifique. Et donc j'avais pris la spécialité AGGSP et SES pour un petit mix. Est-ce que tu as eu ton bac en quelle année? J'ai eu mon bac en 2021. Non, pour qu'on situe, parce qu'on a encore des étudiants qui datent de l'époque d'avant la réforme. D'accord, ouais, non. Et il y a peut-être des gens aussi qui ne sont pas familiers de la réforme. Moi, j'ai eu le des gens bac qui sont encore Covid. bloqués Eh ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu le bac Covid, donc j'ai passé assez peu d'épreuves. J'ai passé des épreuves de philosophie, j'ai passé le grand oral, mais toutes mes SP, etc., c'était sur le contrôle continu. Donc c'est pour ça l'importance des SP, il est quand même pas, il est pas banal. Et je m'en suis plutôt bien sorti parce que j'ai eu mon bac mention très bien dans le lycée français de Madrid, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir envoyer mes dossiers à l'IE Madrid dans un bachelor qui était vachement plus approprié avec ce que j'étudiais au lycée, donc c'est-à-dire un bachelor en relations internationales, ce qui était très plaisant pour moi parce que je suis très intéressé par la géopolitique et puis en adéquation avec ce que je savais faire finalement. Ok. Et pour situer un petit peu, tu as une mention en bac? J'ai eu mention très bien. J'ai eu 16,5 de moyenne au bac. Ah, c'est ça un parcours Non, oui, je me suis très, plutôt très bien, humble. bien débrouillé au bac et parce que les critères d'admission à l'IE me demandaient un minimum de mention bien. Donc, critères qui ont pu évoluer. J'ai d'ailleurs entendu qu'ils avaient peut-être un petit peu monté le niveau. Mais en tout cas, à mon époque, c'était la mention bien minimum. D'accord. Et parmi tes choix, tu avais d'autres choses en tête ou tu étais vraiment focus sur IE Madrid? Alors, moi, j'habitais à Madrid et j'ai vraiment adoré mon expérience en Espagne. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas très envie de rentrer en France parce que j'ai eu une expérience en Australie qui était hyper sympa. Et donc, j'avais très envie de rester à l'étranger. J'avais envoyé mes dossiers à McGill, Ok. donc au Canada, à l'ESAD à Barcelone et à l'IE Madrid, avec une préférence pour l'IE Madrid parce que j'étais très bien dans cette ville et puis je connaissais déjà des gens du lycée qui y allaient. Donc j'avais cette petite préférence et j'ai eu la chance donc d'être pris donc dans cette université. L'Angleterre, non, ça te... Alors l'Angleterre, non, moi je suis du sud, alors Ouais. le soleil est important pour moi. Et puis j'étais très heureux à Madrid et globalement en Espagne, donc c'était plutôt soit l'IE Madrid, soit l'ESAD à Barcelone. D'accord. Et pour choisir, parce que c'est vrai que nous, à la prépa, on a les deux profils, hein. Et d'ailleurs, je me souviens, l'an dernier, il y avait des petits conflits, des petites confrontations. Euh, Comment on choisit entre IE et SAD? C'est quoi les différences? Qu'est-ce que... En fait, dans ma tête, j'étais plus à l'aise à Madrid il y a une question de situation géographique. Ouais. L'ESAD est à Sant Cugat, c'est une banlieue de Barcelone, Mhm. donc il faut vivre sur le campus. L'IE à Madrid, dans un campus tout neuf,
En plus, à l'époque, j'ai inauguré la nouvelle tour de l'IE. C'est au nord de Madrid, mais c'est dans Madrid. Ok. Donc il y avait cet aspect géographique qui était assez important pour moi. Et puis en fait, j'ai eu la réponse en premier de Madrid, et donc j'étais très content. C'était un petit peu mon choix de cœur. Donc j'étais très content d'avoir sécurisé le spot. Et donc en fait, j'ai été aussi accepté à l'ESAD, mais j'ai préféré partir à Madrid. Alors, il y a des gens qui connaissent pas du tout l'Espagne, hein. Est-ce que tu pourrais essayer de traduire ça un petit peu en ville française Alors, comment on pourrait situer un petit peu SAD par rapport à IE enfin, parce qu'il y a des gens comme moi je suis jamais allé en Espagne, hein, donc il faut. alors Comment on pourrait essayer de visualiser les différences géographiques entre les deux? moi, je connais bien Bordeaux. J'ai la chance aussi d'avoir fait des stages à Paris, donc je Ouais. connais maintenant un petit peu Paris. Ouais. Euh, et j'ai un petit peu de famille à Montpellier, donc j'ai un aperçu sur ces trois villes. Après, j'ai été assez peu à Lyon et à Marseille, donc pour les grandes villes, je peux pas me prétendre être un expert. En tout cas, Madrid, c'est une ville où il fait très beau, où les gens vivent dehors, les gens ont cette volonté de sortir dans la rue, aller dans des restaurants, aller dans des bars. Euh, c'est une très grande ville, hein, c'est une ville très étendue, donc c'est beaucoup plus grand que Bordeaux ou que Montpellier, mais il y a cette douceur de vie qui peut ressembler à une ville de province. C'est-à-dire que c'est pas le brouhaha parisien, c'est pas le rush, c'est euh, c'est une ville plutôt calme, euh, voilà, très 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 sympathique à vivre. Et donc voilà, si je peux la comparer plutôt à Montpellier, parce que Ok. le temps est plutôt similaire, c'est une ville très étudiante, Madrid aussi, Mhm. et il y a quelque chose qui n'est pas du tout à dénigrer, c'est l'accès au sport. Mhm. Il y a des terrains, que ce soit de tennis, de foot, de paddle, des piscines municipales, qui sont très très accessibles avec le métro ou le bus. Et donc c'est ce que je trouve assez difficile à Paris, pour moi, de l'accès au sport. Ok. Et Barcelone, j'y suis allé quelques fois, parce que Madrid-Barcelone, ça se fait très facilement en train. Combien de temps à peu près? C'est 2 heures. Ah, ça va. C'est l'équivalent d'un Paris-Bordeaux. Voilà, C'est quoi, c'est un TGV? ouais, c'est la Renfe, ça s'appelle. Ok. C'est des billets de train, le train est super, et donc c'est très très facilement, on peut aller très facilement en week-end à Barcelone, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Barcelone, c'est une ville qui a l'accès à la plage, alors ça c'est un vrai avantage. Donc il y a un accès direct sur la Méditerranée, c'est très sympa. Maintenant, j'ai trouvé que c'était une ville un peu moins propre que Madrid, un peu moins bien fréquentée, moins chic, on va dire. Euh, mais ça, évidemment, je ne savais pas au moment parce que je n'étais Mm. presque jamais allé à Barcelone. Mm. Mais voilà, moi, maintenant, j'ai un avis assez tranché. J'ai beaucoup aimé Madrid, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont allés à l'ESAD aussi et qui ont passé 4 années merveilleuses. Donc, les deux choix, il n'y a pas un choix qui vraiment est largement meilleur que l'autre. Moi, j'ai le point de vue, on va dire, plus directeur de prépa. Je me souviens qu'il y avait un débat à la prépa l'été dernier entre des élèves d'IE et SAD. Et il y a des élèves qui m'ont demandé, notamment Gaspard, hein, qui m'a posé la question, si j'avais un enfant, est-ce que j'enverrais IE ou SAD? C'est une bonne question. Alors, j'ai répondu IE, donc ils étaient très contents, mais C'est gentil. ils n'avaient pas entendu la réponse. Et j'ai dit IE parce que j'aurais trop peur qu'ils ne valident pas SAD. Parce que Ah il y a oui, un système. Parce que nous, comment on le ressent? Parce qu'on a des dossiers IE et SAD, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a une notation quand même. Je sais pas si tu as un point de vue là-dessus. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. On a une notation qui est plus sévère, qui est ajustée dans beaucoup de cas par les écoles qui ont cette connaissance. Mais visuellement, si je prends un bulletin moyen d'un étudiant d'IE ou SAD, c'est peut-être aussi l'occasion d'expliquer le système de notation en Espagne qui n'est pas le même qu'en France. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus pour différencier les deux universités? alors oui. Après, je vais pas non plus trop critiquer mon université à l'IE parce Non, mais c'est qu'elle pas m'a une permis critique. aujourd'hui d'arriver à C'est une question l'ESCP. d'ajustement. Tu sais, Non, bien sûr. c'est comme quand je prends un exemple très concret, très français. Si je prends un étudiant en économie-gestion à Assas ou à la Sorbonne, l'échelle de notation ne sera pas tout à fait la même. Non, bien sûr, bien sûr. Un 15 de moyenne à la Sorbonne en éco ou à Assas, ça ne change pas le niveau intrinsèque. Non, bien sûr. La seule chose qui importe finalement, c'est que les écoles destinataires des résultats aient bien conscience des différences. Je suis d'accord. Et alors, en arrivant à l'IE, j'ai trouvé que la notation, elle est basée sur l'investissement de l'élève et surtout la participation de l'élève. On va dire que c'était des classes qui étaient, ce sont ce qu'on appelle des lectures. Il y a un prof qui est souvent en fait pas prof, c'est plutôt ce qu'on appelle un side job. C'est quelqu'un qui est dans la vie active, qui peut être banquier, avocat, chef d'entreprise, peu importe, et qui vient un petit peu par passion enseigner une matière. Et donc, voilà, il y a des méthodes pédagogiques qui ne sont pas traditionnelles, qui sont très différentes du lycée, où c'est des profs préparés avec des méthodes pédagogiques assez claires.
Là, ce sont plus des intervenants externes qui viennent expliquer leur vision, que ce soit du business, de la géopolitique, etc. Et donc, euh, et donc, eux, ils ont envie d'avoir un échange avec les élèves qu'ils ont en face, parce qu'ils ont des élèves. Ce que j'ai beaucoup aimé à l'IE, c'est que dans ma classe, il y avait peut-être 20 nationalités différentes sur 70 élèves. C'était une grande classe, hein. Euh, donc on avait des gens des quatre coins du monde, de tous les continents. Et donc, voilà, c'était des classes très interactives où la participation était vraiment mise en avant et donc récompensée par un pourcentage de la note finale Mhm. plutôt élevé, entre 10 et 20%. Donc, quand un cinquième de la note finale, c'est de la participation, on a plus d'intérêt à participer. Maintenant, à l'ESAD, c'est vrai que de ce que j'ai entendu de la part de mes amis, il y a, on va dire que c'est peut-être un enseignement plus classique, plus traditionnel, euh, où c'est basé sur voilà, la pratique, il s'exerce beaucoup plus et c'est pas une mauvaise méthode non plus, hein. C'est d'ailleurs plus dur. Je pense que le niveau est pas plus élevé, mais en tout cas différent et c'est moins facile pour l'élève d'avoir des très bonnes notes à l'ESAD qu'à l'IE. Euh, Mais, du coup, finalement, quand on t'entend parler, est-ce que SAD serait peut-être pas plus proche du système français que IE? oui, je pense que oui. Euh, Là où il faudra sortir son agenda, noter exercice 1, 2, 3 à faire à l'ESAD, nous à l'IE, on n'est pas, on est un petit peu plus livré à nous-mêmes, c'est-à-dire il nous impose euh, avant les cours d'avoir lu quelques chapitres des livres, mais en fait on ne sera pas exactement testé et ce sera plus, on va plus perdre le fil rapidement du cours parce que le prof va partir du principe que ses connaissances sont acquises parce qu'on aura lu les articles demandés. Maintenant, voilà, il y a moins de travail en rentrant à la maison. On ne va pas refaire 5 fois l'exercice de maths qu'on qu'on nous a demandé. Il y a plus de liberté. Donc toi, c'est ton point de vue. T'as forcément des copains qui sont SAD. Mm. Comment ils ont justifié leur choix? Donc toi, tu as choisi IE. Moi, je choisis l'IE, oui. Tes copains d'SAD, comment ils justifient leur choix? C'est... D'après eux, les SAD étaient meilleurs que l'IE. J'imagine que quand on choisit une école, on imagine choisir tout le temps la meilleure. Mhm. Les classements varient. On ne sait pas quel classement. Non, c'est dans les insuffisantes, hein. Oui, mais il y a certains classements qui placent l'IE un petit peu plus haut que les SAD. Et inversement, je pense que c'est un peu les goûts et les couleurs de chacun, peut-être un petit peu les opportunités, les personnes qui vont dans, que ce soit à l'IE ou à l'ESAD. Si j'ai mon meilleur ami qui va à droite, j'irai peut-être plus à droite qu'à l'ESAD. Enfin, voilà. Il n'y a pas de raison parce que les deux écoles sont très bonnes et ne ferment aucune porte. Mais voilà, il y a peut-être un choix de ville aussi. Le Barcelone étant un petit peu plus proche de la France. Il y a beaucoup de Français et de Parisiens. Et en termes de coût, si, enfin, vu comment tu décris Barcelone, est-ce que ce serait pas un peu moins cher du coup de vivre à Barcelone que Madrid? Est-ce qu'il y a une notion de coût de la vie qui rentre en compte? Il me semble, en tout cas le prix de l'école, il me semble que l'ESAD est un petit peu moins cher. Mhm. On reste sur des écoles extrêmement chères évidemment. Euh, je crois que c'est un petit peu moins cher. Et en revanche, les prix à Barcelone, je sais pas, je m'y connais pas assez, j'ai pas passé assez de temps à Barcelone, ni loué d'appartement, etc. Donc le coût de la vie, en tout cas, il m'a pas paru si bas que ça. En revanche, à Madrid, c'est une ville qui a vraiment la cote en ce moment. Donc les prix sont en train d'augmenter. Et parce que c'est une ville extrêmement attractive, que ce soit d'un point de vue pour les étudiants, mais aussi pour le business. Enfin, ça commence à devenir une petite plaque tournante euh, dans pas mal de secteurs. Donc voilà, le coût de la vie à Madrid augmente, mais ça reste plus accessible que Paris, on va dire. Et l'année du coup à IE, c'est combien à peu près? L'année à l'IE, c'est 21 000 euros Mhm. euh, pour un parcours classique. Il faut partir du principe que si on rate une matière, on a un rattrapage. Si le rattrapage est raté, euh, il va falloir reprendre la matière l'année suivante et donc la racheter entre guillemets. En fait, chaque crédit a une valeur en euros et donc si c'est une matière à 3 crédits, elle coûtera X euros et si c'est une matière à 6 crédits, elle aura une valeur Y. Mais donc, si on rate la matière, il va falloir le repayer. Donc, l'année peut coûter plus cher. Mais en tout cas, une année de base, quand on s'inscrit, c'est 21 000 euros. Et c'est fréquent de repasser des matières? En général, enfin, parmi les candidats. Moi, non. J'ai jamais raté de matière et c'est assez rare. C'est très rare.
il faut aller en cours, il faut écouter un minimum, travailler avant les examens. Il faut juste bien gérer son temps. C'est une question d'organisation. Si- C'est pas comme dans une classe préparatoire où c'est un marathon, où il faut être très endurant, avoir une capacité de travail très importante pendant un espace-temps assez large. À l'IE, il faut être attentif en cours, il faut y aller, et après, il faut travailler avant les examens. Je ne dis pas qu'il faut rien faire le reste de l'année, mais on va dire que il faut un peu le vouloir pour rater des matières. Après, il y a des matières plus dures que d'autres. Évidemment, on n'aura pas 9 sur 10 ou 10 sur 10 à chaque Est-ce que matière. c'est possible de manière totalement opportuniste, pour améliorer son GPA, sa notation globale, de repasser une matière qu'on a déjà, entre guillemets, validée? Alors, je sais que... Enfin, je connais personne qui l'a fait. Après, je sais que de toute manière, il bride. Quand tu rates la matière au premier essai, on a le rattrapage et la note maximale, c'est 8 sur 10 au rattrapage. Donc c'est pour éviter d'aller au rattrapage, d'avoir 10 sur 10 et que sur ton bulletin de notes, il y a un 10 sur 10 qui apparaisse alors qu'en réalité, la matière a été ratée. Ok. Ta vision des écoles de commerce françaises, comment elle a évolué? Tu avais déjà l'ambition de faire une école de commerce avant d'entrer à l'IE. C'est quelque chose que tu as envisagé pendant l'IE? Ça s'est Alors, confirmé? Comment a été ta position par rapport aux écoles de commerce pendant tout ce parcours qui est long quand même, hein. C'est pas une sorte de 2 ou 3 ans, ça fait non, 4 ans. l'IE, pardon, je ne l'ai pas précisé, oui, ça dure 4 ans, c'est une école en 4 ans. Mm. Les SAD aussi, donc il n'y a pas de différence de temps. Mais par rapport à une licence française qui se fait en 3 ans, Mm. on va dire qu'on prend un an de retard par rapport à nos copains français. Mhm. Mais en fait, ces un an sont justifiés parce qu'on a la possibilité de partir 6 mois en échange. Mhm. Alors là, avec des échanges dans les 4 coins du monde, moi je suis parti aux États-Unis. Donc j'adore le sport. Où ça, aux États-Unis? Dans l'Ohio. Ok. Donc c'est au nord-est des États-Unis, à côté du lac Michigan. Mm. Et moi j'étais passionné de films américains, et puis le sport aux États-Unis, ça avait l'air dingue. Donc j'ai postulé et j'ai été pris. Mm. C'est en fonction des notes. Alors les échanges, de manière générale dans l'école, dès qu'il y a un choix à faire, que ce soit des spécialités, des cours en plus ou les échanges, c'est le mieux classé qui aura accès à tout, ensuite le deuxième, le troisième et le dernier qui aura accès à ce qui reste. Donc c'est pour ça que ça incite à avoir des bonnes notes. Et parfois on se rencontre un peu tard, parce que l'échange est en troisième année, donc on peut se dire qu'en première année, on vient d'arriver, on essaie de s'adapter, etc. On ne fait pas trop attention aux notes, mais en fait, on prend déjà pas mal de retard sur les universités, notamment américaines, qui sont très demandées. Euh, et donc la plupart du temps, où les portes sont fermées avant même qu'on ait postulé. Et concrètement, si on devait situer des notes, les trucs les plus inaccessibles, ce serait quoi? On a... À quoi ça correspond comme note? Est-ce que tu connais des gens qui l'ont fait? Enfin, comment ça Oui, s'est oui, passé? Alors, à l'IE, le système de notation est plutôt clément. On va dire que, on va dire que la majorité des gens ont une moyenne entre 7 et 7,5. Mhm. Quand j'avais un 7, c'est sur 10. Donc, Alors, tu parles tout cursus confondu ou dans ton cursus ou... Parce que faut dire que tu es plus exception que la règle. La oui, plupart des étudiants qu'on a viennent du du BBA. BBA, exactement. Voilà, toi, c'était pas ton cas. Alors, Voilà. on- le système de notation est le même pour tout le monde. Tout le monde est sur 10. Après, moi, je parle pour mon cas, je défends ma cause, parce que c'est là où j'ai passé 4 ans et donc je connais le plus. Euh, Nous, la majorité de notre promo avait entre 7 et 7,5 sur 10. Quand on ramène sur 20, ça fait des très bonnes notes, surtout quand on sort du lycée où parfois avoir un 13, c'est déjà excellent. Quand on avait un 7, c'était normal. Les bonnes notes commencent à partir de 8. Et pour avoir les bons échanges, il fallait avoir au-delà de 8. Parce qu'il y avait du monde qui était au-dessus et peu de monde qui était en dessous. Et au-delà de 8, c'est comme un concours, celui qui a la meilleure note ou il y a Oui, d'autres paramètres qui rentrent en compte pour obtenir l'échange? non, pour le coup, l'échange, c'est uniquement sur les notes. Ok. Et il y a un classement Ok. qui est disponible pour tout le monde. Il Bon, suffit c'est juste de le juste, hein. demander. Ok. Voilà, c'est juste. Et donc, c'est le premier qui a accès à tout et le dernier qui a accès à ce qui reste. Ok. Et les échanges les plus impressionnants du coup que tu as vu hier? Alors, il y avait U Michigan, qui est une super université aux États-Unis. Il y avait Northeastern à Boston, qui était sympa. Il y avait University of Singapour, qui était très demandé aussi. NUS du coup? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, il y avait aussi l'université il y avait USC en Californie. Ok.
donc ça très sympa. Il y avait l'université de San Diego, qui était assez demandée aussi. Puis après, il y avait des écoles en En, France, il y avait Sciences Po en France, qui était... en Amérique du Nord, tu as oublié une très bonne université parce que on a eu récemment un étudiant qui était en échange dans une très bonne université en Amérique du Nord, Laquelle? très apprécié par les Français. HEC Montréal? Oh non, peut-être. Ah non, mais je sais pas. Pardon, j'ai rigolé trop fort, mais Non, elle m'échappe. au Canada, peut-être. L'université de Toronto. Apprécié par les Français. Columbia? Apprécié par les Français au Canada. On va y arriver. Hein. Je Après- peux deviner. Non. McGill? Oui. Il Ah n'y a oui. pas un échange. Si, il y a un échange à McGill. Et pourtant, mais McGill, c'était c'est mieux que. fermé à ma promo. Ah, d'accord. Pas pour moi. Donc C'est-à-dire en fait, chaque programme a des, a des opportunités d'échange différentes. Et donc moi, pour ma promo, j'avais pas McGill, mais pour mes copains en BBA, ils l'avaient. Ouais. Là où eux n'avaient pas forcément Sciences Po, où nous, on l'avait. Ok. Donc c'est pour ça que j'étais au courant qu'il y avait McGill, mais en fait, c'était en dehors de mon scope de sélection. Et donc j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que non, il y avait des élèves qui sont partis à McGill. Et Sciences Po, à peu près, fallait combien de moyenne à peu près Tu connais des Français qui ont réussi à partir en C'était- échange là-bas Non, aucun Français. Ouais. Il me semble que c'était... Il y avait 2 places, Ouais. et je crois que ça s'est disputé dans le top 5 de ma classe, qui étaient des Sud-Américains. Ok. Ouais. Ah non, c'est extrêmement sélectif. C'était sûrement la plus Et sélective. c'était dans l'école internationale, des affaires internationales ou... Oui, c'était exactement ça. Dans Ok. le affaires publiques ou quelque chose comme ça. Ok. Mais ça... Bon, c'était pas finance quoi. Voilà. Non, c'est pas de la finance. Non, non, à chaque fois, c'est un échange C'est qui c'est va toujours être... cohérent avec le. Bien sûr, toujours D'accord. cohérent bien sûr. Et moi, j'ai pas pu. J'avais 8,3 de GPS, qui était pas si mal. J'étais dans le premier tiers de ma classe, Hmm. mais j'étais pas assez bon pour postuler à Sciences Po, D'accord. même si j'aurais beaucoup aimé. D'accord. Et dans tout ça, du coup, cette relation avec les écoles de commerce, comment elle s'est développée Et donc, en fait, quand je suis arrivé à l'IE, déjà, bon, je suis parti de Bordeaux, je suis allé au lycée à Madrid. Hmm. Donc déjà, bon, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais bien la géopolitique, j'aimais bien la science politique, j'aimais bien l'économie. Bon, j'arrive à l'IE et rapidement, on commence à parler master, parce qu'en fait, les 4 ans, ça passe très très vite, surtout quand on fait des stages, quand on fait des échanges. Et donc, on commence un petit peu à parler école de commerce en France. Et moi, au bout de 5 ans à Madrid, alors j'étais très heureux, mais je me suis dit, bon, je suis quand même français, je vais être amené à travailler en France, et pourquoi peut-être même mon premier job sera peut-être en France, il faut quand même que j'ai une école française sur mon CV. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, je vais passer le Taj Mahal, parce que c'est un examen en français, que ça va me fermer aucune porte sur les écoles françaises, et de toute manière, mon choix était fait, je voulais rentrer en France, c'était certain. Donc, en fait, pour moi, le Taj Mahal, ça a été une évidence. J'étais sûr de vouloir le passer, parce que c'est une condition sine qua non Mais- pour Mais postuler du coup, aux écoles de commerce françaises. C'est-à-dire que ton choix n'était pas prémédité. Non, pas du tout. Au début, j'étais... Non, mais parce que, tu sais, en France, il y a beaucoup d'étudiants qui ont une certaine vision, pas que les étudiants d'ailleurs, hein. Des étudiants qui partent à l'étranger, qui font 4 ans, et que tout est prévu depuis le début, tout est Non, prémédité. Toi, c'était pas prévu. C'était vraiment par rapport à les liens que tu avais tissés avec l'Espagne que tu as voulu rentrer au bachelor. Et Exactement. c'est dans un second temps que tu as envisagé de faire une école de commerce en France. Je pense comme, en fait, avoir la capacité de projection, de voir que dans 4 ans, c'est un petit peu trop, c'était trop se projeter pour moi et j'étais pas capable et je savais pas ce que je voulais. Et dans ta promo, c'est quelque chose qui était partagé ou Alors, en général? C'est prémédité ou ça s'est construit comme toi au fur et à mesure du parcours? dans ma promo, Quand je dis ta promo, je parle des autres étudiants oui, oui, bien sûr. Il y a- à IE Madrid, pas on a- forcément toi. on avait, comme j'ai dit avant, 20 nationalités dans ma classe. Mm. Et donc, il y avait une petite, on va dire une minorité qui voulait rentrer en France. Il y avait quelques francophones, il y avait quelques Français. On était 5-6 Français dans ma classe. Et, et pour l'intégralité des Français, on avait tous la même envie, c'était de rentrer en France pour poursuivre nos études dans une école de commerce, pour un petit peu compléter notre formation initiale qui était des relations internationales, et ensuite faire un master en business, parce qu'en fait, c'est assez compliqué de travailler en France dans les relations internationales si on n'a pas une école française qui soutient notre application. Et en fait, la majorité des gens ont choisi les relations internationales par intérêt, pour la culture générale et pour la compréhension du monde, et pour avoir une approche un petit peu différente du business. Mais dans le fond, on était tous un petit peu convaincus qu'on allait finir dans un programme grande école d'une école française. T'as beaucoup hésité entre passer le Taj Mahal, le GMAT.
Alors, GRI, ou c'était... étant dans une école où tous les cours sont en anglais, je ne l'avais pas précisé, tous les cours sont en anglais, il n'y a aucun cours en espagnol, sauf les cours de langue. Euh, alors j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que moi, la majorité de mes amis ont passé le GMAT parce qu'ils voulaient continuer leur parcours à l'étranger. C'est un argument de poids. Euh, et en fait, moi, j'avais mon grand frère qui a fait Prépaya aussi et qui s'est très bien débrouillé et qui a atterri à l'UM Lyon et qui m'a un petit peu vendu Prépaya. Moi, je connaissais pas, on vivait plus ensemble. Lui vivait à Bordeaux, moi, je vivais à Madrid. On communiquait Ah évidemment. oui, donc en fait, quand t'es parti avec tes parents, il était déjà en études. Lui était déjà en études. D'accord. Lui avait déjà commencé. Et donc, il était à Prépaya quand moi, j'étais encore à l'IE. Et donc, lui travaillait énormément. Ouais, ça se Moi souvient bien. aussi, mais, moi aussi, mais dans un autre pays. Donc, la communication, bon, c'était facile parce qu'on s'appelait, etc. Mais voilà, j'ai vu qu'il arrivait à l'EM Lyon. Et donc, je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Si lui en a été capable, il a beaucoup travaillé. Bravo à lui. Mais je me suis dit, bon, bah, je vais en être capable aussi. Et donc, quand je suis rentré à Paris pour faire mon stage, j'ai profité du moment à Paris pour m'inscrire à Prépaya, sous les conseils de mon frère. Et ensuite, commencer, c'était pas idéal, mais je faisais mon stage la journée. Et ensuite, Prépaya proposait des créneaux entre 20 et 22 heures, où c'était un petit peu tard le soir, mais il fallait être motivé et courageux. Et donc, c'était les cours que je faisais le soir, mais je l'ai fait pendant de septembre à décembre. Et après, enfin, je considérais que j'étais prêt. Et donc, j'ai passé l'examen en janvier et je l'ai repassé une deuxième fois en février. Je l'ai passé une fois en décembre, pardon, et ensuite en février, parce qu'on ne peut pas le passer deux fois dans le même semestre. Et ça fait une belle transition par rapport à hier, parce qu'on avait le cas de Simon hier, qui a passé le Taj Mahal qu'une seule fois, suite à un intensif au mois d'août. D'accord. Et Simon expliquait justement qu'il a fait l'intensif d'août, entre autres, pour être dans de bonnes dispositions et éviter les nuits d'hiver difficiles à venir jusqu'à la prépa et à travailler jusqu'à 22 heures. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de ce format de préparation? Est-ce que tu penses que tu aurais pu anticiper, gérer différemment? Est-ce que c'était supportable? Et si d'autres personnes sont amenées, surtout en cette période, hein, parce qu'on a déjà passé l'été, on est en pleine période du mois de septembre, donc les gens qui nous suivent actuellement sont plus dans ton cas Ouais. que dans celui de Simon. Simon. Comment tu as vécu la chose et si par hasard certaines personnes se perdent et sont encore à un stade précoce de leurs études, est-ce que des gens qui seraient encore en position de faire un choix, voilà, est-ce que tu as un point de vue sur la question, sur l'organisation et sur la meilleure période pour passer son Taj Mahal? Alors, bon, pour ma part, j'avais décidé, ma stratégie c'était, je profite une dernière fois de mon été, j'ai décidé de profiter jusqu'au bout, et en septembre, j'étais conscient de ce qui m'attendait, un sacré challenge. J'avais de septembre à décembre pour me préparer au mieux pour passer un examen qui allait conditionner l'école que j'allais avoir. Et donc c'est pas banal, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Et, et donc moi, j'avais pas le choix de faire cet intensif d'été, qui pour le coup, je pense qu'il est une très bonne option, qui permet d'éviter tous ces moments de stress, de rush. Et puis en fait, quand on travaille, ce sont des examens, ce sont des tests d'aptitude plus qu'un examen de connaissance. Et donc, c'est quelque chose que si on passe beaucoup de temps à le travailler, et quand on est bien entouré avec des profs qui ont des méthodes pédagogiques très bonnes et très adaptées à l'examen, parce que c'est pas donné à tout le monde de comprendre l'examen et de pouvoir l'enseigner, et, et qu'en plus on est entouré d'un groupe d'élèves pas trop nombreux, moi pour mon cas on n'était pas très nombreux, mais À c'est 20 heures, oui, c'est les plus courageux, ça. ouais, mais C'est pour les le coup stagiaires, ça. on était très soudés et on avait tous un objectif commun. Donc on se tirait vraiment vers le haut et, euh, et donc c'est un petit peu ça qui m'a moi poussé à venir tous les soirs. Il y avait la majorité des soirs où j'étais pas enchanté, j'étais parfois un peu fatigué, mais en fait une fois qu'on arrive là-bas, on est conscient de l'importance que représente cet examen. Et donc on arrivait, au fur et à mesure, on devient presque amis avec nos profs, qui sont passés par là la plupart du temps 2, 3 ans avant nous, donc ils savent très bien de quoi ils parlent, ils sont très très jeunes, et donc ils nous comprennent. Ils comprennent que parfois on a un petit peu moins envie que d'habitude, mais moi si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'y aller tous les soirs. Ouais. Ça ne sert à rien d'y aller, de travailler 4 heures par jour pendant 3 jours, et ensuite de faire 5 jours de pause. Moi je pense que, moi j'avais eu le créneau de 20 à 22, et franchement je ne faisais pas plus en semaine, parce qu'il fallait quand même que j'ai un petit peu de temps pour moi, pour me reposer, et puis j'avais quand même un stage prenant le reste de la journée, et j'avais envie d'être performant.
Donc en fait, je travaillais 2 heures, par contre, j'y allais tous les jours. C'était vraiment, c'était pas, il y avait rien, Ouais, même. c'est une question qui revient souvent parmi les élèves. Les élèves disent, ils arrivent pleins de bonne volonté et ils demandent tous, en dehors des 2 heures par jour, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Et on a conçu la prépa de manière justement à ce qu'il n'y ait pas besoin de plus. Et c'est comme à la fac aussi, c'est une question de concentration. Il y a des gens qui, pendant 2 heures de cours, vont être très actifs, très réceptifs et vont travailler. Il y a des personnes qui vont être ailleurs, qui vont prendre des notes et vont se dire, on va travailler après. Mais entre les deux, il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins actifs, qui vont capter plus ou moins de choses. Mais quelqu'un qui est très attentif en cours a déjà fait plus de 80% du boulot. Exactement. Donc toi, tu confirmes qu'au final, tu n'avais pas besoin de bosser plus, enfin beaucoup plus en dehors des cours pour te maintenir. La Moi, régularité, 2 heures par jour, du lundi au vendredi, c'était suffisant. La régularité, 2 heures par jour, c'est suffisant. Après, de temps en temps, quand j'avais un petit peu de temps, que je m'ennuyais, etc., je relisais les polycopiés que j'avais reçus pour, ça fait jamais de mal, c'est un petit peu de travail supplémentaire, c'est bien. Mais par contre, voilà, j'y allais vraiment tous les jours, même si parfois j'avais un petit peu moins envie. Et puis en fait, si ça peut en rassurer quelques-uns, moi je suis pas matheux en fait. Et un tiers de l'examen, c'est des raisonnements mathématiques. Alors c'est pas des mathématiques très très complexes, mais c'est des raisonnements mathématiques. C'est pas évident. C'est une gymnastique d'esprit qui est pas, c'est pas naturel. Et donc moi j'étais pas très bon en maths, mais 2 heures par jour, des profs compétents, et ben je commençais à prendre je commençais à comprendre. Les exercices revenaient un petit peu, je comprenais, je comprenais. J'étais pas bon à chaque fois, hein, évidemment, mais voilà, on va dire qu'avec la régularité, et ben en fait, voilà, je commençais à comprendre l'examen, comprendre un petit peu, c'est particulier, un petit peu les vices de cet examen, pour pouvoir avoir au final la meilleure note possible. Et, enfin, il y a 3 parties dans le Taj Mahal, je ne sais pas si on l'avait évoqué. Il y a la partie français, la partie plus mathématique et la partie logique. Moi, j'étais meilleur en français, hein, je suis un petit peu plus littéraire. Et après, la logique, j'ai découvert ça, c'est très particulier aussi. Donc ça, c'est vraiment la prépa qui m'a tout montré. Et la partie mathématique, moi, je partais un petit peu avec du retard. Là où parfois, mes copains de la prépa venaient d'une formation initiale de management, de maths, etc. Eux étaient meilleurs là-dessus, mais avaient des petites, pas forcément lacunes, mais étaient un peu moins bons en français. Et donc, en fait, au final, on s'entraidait un petit peu tous et ça se passait très bien pour tout le monde. En fait, c'est ça le point important, c'est que... Parce que la question de faire une prépa, elle se pose pour beaucoup de personnes. Euh, c'est vrai que l'émulation dont tu parles, le fait d'être stimulé, et surtout de ne pas forcément avoir besoin de bosser beaucoup plus, parce que les élèves ne s'en rendent pas toujours compte, mais le fait de développer une habitude, de se dire que j'ai ce créneau qui est affecté à la préparation de mon Taj Mahal, voilà, qui dure pendant plusieurs mois, et après je peux me couper et passer à autre chose, c'est quand même un certain confort. Exactement. C'est un peu comme aller faire du sport finalement. C'est comme si Alors, pas aussi plaisant que faire du sport, mais en tout ça cas, dépend pour qui, hein. Il y en a qui oui. trouvent ça plus plaisant de faire du tâche que du sport. En fait, ça devient presque un jeu. Parce qu'en plus, on est noté, donc on a envie d'avoir la meilleure note possible. Et donc, ça devient presque un jeu parce qu'il y a des épreuves plus sympas que d'autres, mais je me rappelle en logique, c'est rigolo quand tu commences à comprendre les rouages de cette épreuve, ça devient un jeu. Donc, c'est sympa de s'entraîner. Surtout c'est instantané, c'est-à-dire il n'y a pas tout ce processus de s'approprier une méthode. Voilà, on l'a vu, on l'a pas vu et on passe à autre chose. Et c'est vrai que les élèves se prennent plus facilement au jeu de la logique que des conditions minimales. Bien sûr, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais au final, voilà, ça se fait, il faut voir ça un petit peu comme un jeu et le faire souvent, s'entraîner souvent. Et si je peux rajouter un petit truc, en semaine, je bossais pas plus que 2 heures. En revanche, les week-ends, je faisais des tâches blancs Oui. pour m'entraîner, pour me mettre en condition. Et si j'ai un petit conseil à donner là-dessus aussi, c'est le plus tôt possible commencer à se chronométrer. Parce qu'en fait, mon ennemi, en tout cas pour ma part, c'était le stress et le temps. Mhm. Parce qu'au bout d'un moment, je dis pas que l'examen devient facile, mais on comprend comment fonctionne l'examen. Mais quand on commence à se chronométrer, en fait, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je pense que toute la complexité de l'examen repose sur le fait qu'on ait très peu de temps pour faire des questions. Et donc, si on s'entraîne tous les week-ends en se chronométrant, on peut commencer avec, au lieu de 20 minutes, peut-être 22, 23, c'est pas grave. Mais si on se rapproche le plus possible des conditions de l'examen, je pense que ça, c'est un entraînement qui a beaucoup de valeur. Et donc, moi, je faisais ça les week-ends pour être le plus près possible et pour gérer mon stress, parce que
on était tous stressés et ça fait partie de l'examen et c'est normal. C'est vrai que le temps, c'est un élément particulier pour le Taj parce que euh, par rapport à d'autres tests, hein, notamment le GMAT qui est le test le plus connu, il y a beaucoup moins de temps pour répondre aux questions de Taj que de GMAT. C'est une différence essentielle parce que les gens voient parfois le GMAT c'est plus compliqué, etc. Mais c'est vrai que le Taj rajoute une contrainte supplémentaire avec un temps réduit en fait, dans le temps par question. Donc quelqu'un qui voit des trucs de Taj il peut dire ah, bon ton truc là c'est facile, des questions de niveau 3e. Exactement. Mais bon déjà les questions sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air, hein, parce qu'il y a souvent des pièges. Exactement. Ouais. Mais le temps limité fait aussi une très grande différence. Si on rajoutait 30 secondes par question au Taj ça ferait déjà une grande différence. Beaucoup de personnes. Évidemment. Notamment sur la partie logique dont tu parlais. Voilà, on hésite entre deux trucs et le temps passe, ça fait une grosse différence. Alors, ton parcours, du coup, au niveau du Taj Mahal, tu l'as passé 2 fois. Je l'ai passé 2 fois. Alors, en fait, raconte-nous un peu. c'est un peu paradoxal. Je m'étais bien préparé de septembre à décembre, tous les jours à la prépa, tâche blanc le week-end, etc. J'arrive à l'examen, c'est particulier, il faut aller dans un centre d'examen qui est un petit peu en banlieue de Paris. Il y a le stress, c'était le plein hiver, c'était en Les décembre. banlieusards vont apprécier. Hein, Non, mais c'était. Le nom m'échappe, mais. À Noisy. Exactement, à Noisy. À Noisy le grand ou le sec, je sais plus. Ouais, c'est un peu à la frontière entre Noisy, Noisy-Champ. Enfin bon, c'est des Noisy, conditions on va dire, particulières. pour résumer, voilà. C'était pas les conditions auxquelles j'étais habitué à la maison, etc. Bon, donc j'arrive là-bas très stressé, conscient de l'enjeu, et donc très crispé. Et en fait, c'est un examen où il faut que ton cerveau, dès la première seconde, on commence par le français, il faut pouvoir lire rapidement, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir anticiper les questions. Et j'ai pas été capable, dans mon premier passage, de faire ça. Et donc, j'étais très stressé. Et puis, avec l'expérience, entre guillemets, je sentais que l'examen ne se passait pas exactement comme je le voulais, comme j'avais senti. Et donc, j'étais assez déçu de mon premier score. Qui était de Qui était de 350 nouvelles notations. Ok. 350. Voilà, 350. J'étais un petit peu déçu. Je pense pouvoir faire mieux quand j'étais en décembre. Mais j'avais envie d'en être débarrassé de cet examen. Je me suis dit, je vais te donner un objectif, septembre, décembre, tu travailles bien, et ensuite tu es débarrassé. Il y a un petit constat d'échec. Bon, il se trouve qu'on pouvait le repasser. Le Taj Mahal, ça se passe 2 fois par an. 1 fois par semestre, ouais. Semestre allant de janvier à juin, puis de juillet à décembre. Donc, Voilà. Donc tu es sorti de la tranche juillet-décembre, tu es arrivé dans la tranche de bien très anticipée, du coup, vu que tu l'as passé en janvier. Je l'ai passé début février. Ah, début février, Oui, pardon. Ouais. je l'ai passé début février, mais j'étais retourné à Madrid. Okay. Donc, j'allais plus à la prépa. Mm. Je me servais de tous les polycopiés que j'avais et je me servais beaucoup de Tichero, qui est l'application de Prepaya. J'avais fait la semaine intensive, donc une semaine avant l'examen. Il y a une semaine intensive, très intensive, pour ceux qui écoutent, c'est très intensif, mais c'est là où tu deviens un petit monstre de l'examen, entre guillemets, où les En scores... supposant que tu as déjà... Parce que parfois les gens disent que l'intensif c'est magique, mais ça ne marche que quand on a déjà travaillé les séries. Ouais, voilà, c'est exactement. la condition que les gens oublient parfois. Il faut travailler de manière assidue, parce qu'on va revoir de manière très très rapide l'ensemble des séries essentielles. Il faut vraiment avoir compris tout l'examen et l'avoir pratiqué assez souvent pour que l'intensif soit intéressant. Sinon, parce qu'il y a un rythme qui est très soutenu et qui, sans connaître l'examen, ça sert à rien. Et en plus, ça va pénaliser tout le groupe, toute la classe. Donc en fait, ça va être bénéfique pour personne. Et donc du coup, j'avais pas cette possibilité-là de pouvoir faire la semaine intensive pour passer mon Taj Mahal de février. Je me suis entraîné de mon côté. Et en fait, surtout, quand j'y suis retourné en février, je connaissais l'examen, je connaissais le centre. J'y suis allé un petit peu plus détendu. Et au final, j'ai pu avoir 400, score qui m'a permis aujourd'hui d'aller à l'ESCP. Alors le score, c'est une chose, les notes, c'est une chose. Il y a d'autres éléments dans le dossier. Comment tu as vécu l'étape d'après? Parce qu'une fois que tu as eu ton Taj, que tu avais déjà tes notes, il y avait les candidatures en elles-mêmes. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu Prepaya à travers cette partie de ta préparation? Est-ce que tu peux parler de la partie des dossiers? Bien sûr. Alors pour la partie confection de dossier, moi j'avais un avantage qui va peut-être pas être pour tout le monde, mais je suis parti en Australie pour parler anglais. L'IE c'est en anglais et donc on était exempté de tests d'anglais, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Du temps que j'ai pu mettre à profit pour parler avec mon tuteur Prepaya. En gros, quand on rentre à Prepaya au début, on peut choisir un tuteur
on essaie de choisir quelqu'un qui a un parcours plus ou moins similaire avec le nôtre. Donc j'avais choisi mon tuteur et donc on échangeait fréquemment sur... Il avait quoi comme profil du coup? C'était quelqu'un qui avait fait l'IE et qui était à l'ESCP aussi. Ah bah parfait. Il avait mon profil, mais au début, je savais qu'on avait juste l'IE en commun. Ouais. Et donc j'ai échangé fréquemment avec mon tuteur. Il m'a donné beaucoup de conseils sur bon, déjà, à qui demander les lettres de recommandation, il m'a un petit peu aiguillé, et surtout comment bien se vendre. Parce qu'en fait, moi j'ai appliqué via Join a School in France, c'est une plateforme où on te demande de te décrire en très peu de mots. Et donc chaque mot a un sacré poids. D'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, quand on dit les essais de Journal School de 500 caractères, les gens entendent mot. 500 caractères. Caractère, ouais. 4 à 5 lignes. Exactement. Il y a des confusions dans les 500 caractères. C'est extrêmement court. Il y a un gros travail de synthèse à faire. Exactement. Mais vraiment gros travail de synthèse, mais sans perdre l'essence même du message qu'on veut faire passer. Et donc là où moi, mon tuteur a été très bon, en tout cas avec moi, pour voilà, m'accompagner dans ces petits paragraphes. Et quand j'ai postulé à l'ESSEC, les paragraphes sont plus longs. Et là aussi, ouais, beaucoup plus long, beaucoup plus long. Mais il a été aussi là pour voilà, m'aiguiller, me montrer comment lui avait abordé les essais, etc. Et ensuite, il y avait une partie de coaching aux oraux. Et alors là, moi, je n'avais jamais fait d'oraux, j'en avais fait pour entrer à l'IE, mais c'était il y a 4 ans. C'était pas du tout c'était pas des entretiens de personnalité, il fallait moins se vendre que lors des entretiens pour postuler aux écoles de commerce en France. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir accès à une base de données de profils de personnes qui étaient disponibles pour faire passer des entretiens. L'immense majorité, la totalité en fait, avait fait les mêmes oraux que moi, donc ils savaient très bien à quoi s'attendre. Et moi, j'ai pris la stratégie, j'ai fait confiance à 2 personnes. Alors, j'ai fait confiance à l'aveugle parce que je ne les connaissais pas, mais j'ai décidé de sélectionner que 2 personnes, mais par contre de faire beaucoup d'entretiens avec eux. C'est intéressant. Pour qu'ils finissent par me connaître et pouvoir me challenger sur mes stages, sur les langues que je parlais. On a switché de langue, on est passé un petit peu en espagnol, entretien en anglais, mais on est, voilà. Sur mes qualités, mes défauts, sur tous les aspects de l'entretien qui ne sont pas faciles, même très compliqués. Et donc au final, après 3 entretiens avec l'un, 4 entretiens avec l'autre, j'étais prêt, j'étais très confiant. C'était quoi leur profil du coup, tes jurys? J'avais une personne qui avait fait HEC. Ouais. Donc là, IE Madrid? Non, pas de l'IE, mais justement, qui lui était très axé sur... il me parlait beaucoup de mes stages, de capacité d'analyse. Enfin, je parlais moins de moi, je parlais plus de mes stages et de mes capacités professionnelles. Et après, j'avais une personne qui a étudié à Londres et qui là m'a fait passer des entretiens beaucoup plus axés sur ma personnalité, sur comment j'avais vécu mon échange, sur mes passions sportives, sur mes qualités, mes défauts, sur mes échecs dans ma vie. Et donc en fait, j'ai trouvé ça assez complémentaire. Et c'est pour ça que je suis resté qu'avec 2 personnes. Je trouvais que c'était parfaitement complémentaire. Tu as pas eu la tentation de te dire, ah tiens, je ferais peut-être un entretien avec quelqu'un d'autre, non? J'ai hésité, j'en ai parlé avec mes 2 tuteurs, et ils m'ont dit, évidemment, tu fais comme tu veux, mais nous, on commence à te connaître, donc en fait, on va te challenger. On sait que la partie, tu te présentes bien. Maintenant, on va te challenger vraiment, voilà, sur tes stages, sur tes qualités et tes défauts. Donc, ils pouvaient rentrer plus en profondeur, et donc j'étais vraiment prêt à presque toutes les questions. Et le jour de l'examen, ça s'est très très bien passé. J'ai eu une très bonne connexion avec le jury, notamment grâce à la préparation que j'avais faite, mais je ne l'ai pas négligée. Là aussi, je me suis bien préparé, parce que ce n'est pas un exercice, même si on est plutôt à l'aise à l'oral, qu'on aime parler, qu'on a beaucoup d'amis, etc. C'est un examen où il faut convaincre une personne que, en fait, si il est dans la salle aujourd'hui, c'est parce qu'il le mérite plus que la personne qui va venir juste après. Donc il faut être convaincu qu'on est la personne idéale pour l'école. Il faut qu'on soit convaincant, parce que sinon, on ne sera pas pris. Le jour J, du coup, quand tu as passé tes entretiens. D'ailleurs, c'est intéressant de parler des entretiens à Journal School, parce que c'est un format qui est très particulier. Il faut savoir que Journal School, on candidate aux 5 écoles. Comment tu l'as perçu? Explique un peu à des gens qui n'ont pas forcément entendu parler de cette procédure, surtout qu'on est en pleine période de candidature là, sur la session 1. Il y a des gens qui ne voient pas du tout, c'est un peu abstrait. Bien sûr. Il y a des gens qui pensent qu'on peut cocher, qu'on peut parler d'une école. Voilà. Ton jury a fait quelle école?
Décris-nous l'oral de John School, comment tu l'as vécu Alors, et aussi en quoi tes oraux blancs t'ont aidé dans ce format particulier. Parce que faut bien comprendre que John School, c'est très différent d'un oral de l'ESSEC ou d'un oral classique de l'ESCP ou d'HEC. pour le coup, bon, John School, quand on postule via John School, on postule à HEC, à l'ESCP, à l'EM Lyon, à Audencia et à Schema. Donc, on ne candidate pas à l'ESSEC ni à l'EDEC. Ça, c'est des candidatures à part. Bon, ça, c'est un premier point. Ensuite, le jour de mon entretien, je suis arrivé dans un jury avec un Français et un Finlandais. Un Français qui avait fait HEC et un Finlandais qui avait fait l'ESCP. Moi, j'avais été accepté à l'ESCP et toutes les autres. J'avais été refusé à HEC. Et donc, ils avaient mis ce jury, c'était à la Chambre de commerce franco-espagnole à Madrid. C'était un entretien en face-to-face, il n'y avait pas online. Et donc, j'arrive, je me présente, une présentation de 2 minutes, c'est à peu près ce qui est demandé. Parce que j'avais beaucoup travaillé dans les oraux avec mes tuteurs, parce que c'est la première impression qu'on fait au jury, un peu la plus importante, pour savoir s'ils vont être plutôt souriants, plutôt gentils, plutôt avenants, parce que si tu te présentes mal, ça commence très très mal et c'est presque un red flag. Voilà. Donc, présentation très carrée, il faut savoir être précis. Et ensuite, un petit peu un coup de chance, j'ai eu un coup de chance. Il a regardé ma pièce d'identité et m'a demandé parce que j'étais de Béziers, enfin je suis de Béziers, qui est une ville de rugby, et il m'a dit, Clément, êtes-vous fan de rugby? Et moi, étant fan de rugby, on a pu échanger à ce sujet autour du sport, et il se trouvait que mon projet professionnel tournait aussi autour du sport, et donc on a eu cette accroche avec le jury autour du sport qui m'a vachement bénéficié et mis en confiance. Et ensuite, ce qu'on avait travaillé aussi aux oraux avec mes tuteurs, en fait, l'oral, il faut être assez habile pour amener les jurys vers les sujets dans lesquels tu es le plus à l'aise. Moi, je sais que je voulais absolument qu'ils voient que je parle bien espagnol, ce qui est logique parce que j'ai passé 5 ans à Madrid. Et donc, je parlais de mes stages. Sachant que c'est pas automatique, il y en a qui passent du temps en Espagne et qui parlent pas espagnol. Hein. Ah, bien sûr. T'as dû en croiser. Moi, j'avais fait l'effort. Et donc je voulais qu'on parle de l'Espagne, je voulais qu'on parle espagnol. Et donc, je parlais de mes stages. J'ai eu la chance de travailler chez Pernod Ricard et chez Air France à Madrid. Et donc, je leur disais voilà, que j'avais beaucoup apprécié ces expériences, pouvoir découvrir des entreprises françaises, mais à l'étranger. C'était une vraie chance pour moi, une ouverture sur le business qui était très, très appréciable. Et surtout de pouvoir parler en espagnol. Le jury a sauté sur l'occasion. Ah, vous parlez espagnol? Très bien, bah, passons en espagnol. Exactement là où je voulais aller. Et exactement ce qu'on avait j'avais tendu une perche. J'espérais qu'ils allaient la saisir. On s'était entraîné à ça, à tendre des perches dans les oraux blancs. Oui. Et il se trouve que ça a bien fonctionné. Donc là, j'étais très en confiance. C'est-à-dire que l'oral se passait exactement comme j'avais prévu. Après, ils m'ont posé des questions génériques sur, encore une fois, mes qualités, mes défauts, mes échecs. Bon, des questions un petit peu précises, c'était pour me déstabiliser sur la taille des pays, le nombre d'habitants. C'est des questions pour déstabiliser. Et concrètement, par rapport aux écoles, parce qu'en fait, tu es en train de candidater à plusieurs écoles simultanées, est-ce que tu as eu le sentiment que le jury était informé sur les écoles auxquelles tu étais admissible? Du tout. Est-ce qu'à un moment donné de la conversation, une des écoles, que ce soit HEC, le SCP, Audencia, Schema, a été mentionnée ou... Très rapidement, voilà. Alors dans le début de l'entretien, je suis rentré dans la salle et ils m'ont tout de suite demandé dans quelle école avez-vous été admissible, pardon. Ah, ils t'ont posé la question quand même. Première seconde. Tu as eu le sentiment que c'était une question où ils avaient la réponse ou ils voulaient vraiment Je pense pas. Je pense pas, mais dans le fond, je sais pas trop parce qu'il y avait quand même un ancien élève de l'ESCP et un ancien élève d'HEC. Bon. Oui, mais tu n'étais pas admissible à HEC. J'étais pas admissible à HEC, en revanche, je l'étais à l'ESCP. Ok. Donc on va dire que si je devais accentuer un petit peu, si je devais séduire un des deux membres du jury, c'était plutôt l'ancien de l'ESCP. Bon, ensuite, ils m'ont pas parlé beaucoup de l'ESCP. Ils m'ont pas demandé des questions très spécifiques sur l'école, ni sur les autres d'ailleurs. C'était un entretien, voilà, je m'étais préparé dans le doute à Donc répondre. la seule fois que les écoles ont été mentionnées, c'est quand on t'a demandé dans quelle école tu étais admissible. Voilà. C'était la seule question. La seule question sur les écoles. D'accord. Ensuite, moi, je voulais leur montrer que j'étais motivé pour aller à l'ESCP, donc j'ai parlé d'anciens élèves de l'ESCP qui avaient fait les Jeux Olympiques. Enfin, j'avais ramené ça au sport
pour qu'ils comprennent, pour boucler la boucle, entre T'as guillemets. parlé de Stéphane Diagana, c'est ça? J'ai parlé d'anciens élèves de l'ESCP, j'avais parlé d'un cours de sport à l'ESCP qui est très spécifique, etc. Et donc, le jury avait apprécié. Ça montrait mon envie. Donc, tu as quand même essayé de glisser tes motivations Oui, pour le CP. très important. Ouais. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Il faut pas, parce que sinon, ça peut. Mais du coup, si tu avais un jury de schéma, tu aurais fait la même chose ou pas? Alors, je pense que j'aurais quand même. J'aurais pas dit que mon école target c'était Schema, sans manquer de respect à personne, hein, mais d'un point de vue classement, j'aurais quand même dit le SCP. En Ça aurait revanche, été ça ta justification? Bon, les gars, vous êtes 6e. Bon, bah, j'ai fait UE Madrid quand même. non, non, j'aurais pas été hautain, mais j'aurais dit voilà que. Parce que c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'élèves qui se sentent un peu perturbés parce que ça arrive. Hein, j'ai déjà vu des cas, étudiants qui sont admissibles à HEC qui tombent sur un jury de schéma et qui sont perturbés. Non, bien sûr. Mais moi, je basais un petit peu aussi mon entretien sur le fait que j'étais une personne très motivée et très ambitieuse, exigeante avec moi-même dans ma vie perso, mais aussi dans ce que j'aspire à devenir. Et donc, se fier au classement, ça me paraît normal, en fait, de vouloir la meilleure école possible. C'est pas quelque chose qui me surprend, et je pense que le jury a très bien compris, et parce qu'ils doivent l'entendre assez souvent finalement, que quand tu es quelqu'un d'ambitieux, tu veux ce qui se rapproche le plus de l'excellence. Alors, on a un peu négligé les questions, il y a quelques questions. Bon, je pense qu'on a répondu à la majorité quand même. Ah ben, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il est conseillé de passer le... Alors, ils disent le GMAT, mais on peut poser la question aussi pour le TAJMAJ, ou le test interne. C'est quoi ton point de vue sur le test interne de l'ESCP? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a cette part d'aléa qui est assez compliquée à contrôler. C'est-à-dire que c'est une possibilité. Ça n'a jamais été la mienne. Ou en tout cas, c'était vraiment le plan Z, parce que j'étais confiant de mes compétences en TAJMAJ que j'avais acquises grâce à Prépaya. En vrai, j'avais aucun doute là-dessus. Et le test interne, c'était vraiment ça représentait pour moi un constat d'échec. C'était si j'avais ni la bonne note au premier passage, ni au deuxième passage du TAJMAJ, j'allais faire le test interne de l'ESCP. J'ai des copains qui l'ont passé. J'ai des copains qui ont été pris, mais j'ai aussi des copains qui n'ont été pas pris, à dossier égal. Donc il y a cette part d'aléa qu'on ne peut pas contrôler, donc moi je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Après, ça ne veut pas dire que en faisant le test interne, on ne rentre pas à l'ESCP, c'est faux. Aujourd'hui, j'ai des copains qui sont à l'ESCP avec moi et qui ont passé le test interne. Je conseille juste de faire le TAJMAJ, le GMAT, parce que si on réduit l'aléa. C'est vrai que mon point de vue sur le TCCHL, alors il y a deux problématiques. Bon, déjà, c'est spécifique à l'ESCP. L'ESCP, c'est une école très capricieuse. Bon, t'es admis, mais il y a des gens qui ont de très bons dossiers et qui auraient mérité d'être avec toi, qui ne sont pas là. Hein. C'est le premier problème. Et aussi, il faut bien comprendre qu'en effet, le dossier est évalué en admissibilité uniquement sur la base du dossier académique. Il y a des dossiers qui méritent d'être soutenus par un test, sur le TAJMAJ, le GMAT, le GRI. Et SHL, en fait, on s'en prive. Après, il y a des cas où ça peut être pertinent. Il y a des gens qui veulent vraiment intégrer le SCP, qui diffèrent leur passage de test et qui veulent commencer l'année. Par exemple, session 1, il y a des gens qui vont passer TCSHL. Ils se disent, bon, je commence l'année avec le SCP, je vais me sentir rassuré, j'ai un très bon dossier académique. Je vais peut-être passer plus tard, ou pas d'ailleurs. Hein. Alors, ça s'entend. Donc, en début de préparation, ça peut s'entendre dans certains cas. Mais comme seul projet sur une année complète, c'est déjà plus dangereux. C'est un peu léger. Mais c'est un cas qu'on voit. Hein. Il y a des gens qui ont de très très bons dossiers, top GPA, qui veulent commencer en étant rassurés et qui parfois se disent bon, j'ai le SCP, je suis content. Mais ça dépend à quel moment de l'année on se situe et de son niveau d'ambition et de beaucoup de choses aussi. Ça allait être mon point. Je pense que de manière générale, le plus tôt, le mieux. Plus tôt on envoie le dossier, plus on a de chance, moins il y a de personnes qui l'envoient en même temps que vous, en même temps que toi. Et donc, passer au round 1, 2, c'est bien. Il faut le privilégier. C'était d'ailleurs ma stratégie aussi de passer au round 2. Maintenant, moi, je suis passé au round 3 et j'ai été admis quand même. En revanche, round 4, ça devient sérieusement plus compliqué. Mais dès le 3, hein, ouais, dès le 3. Sois pas humble, hein, je vois non. que tu approches la session 3 avec beaucoup d'humilité. La session 3 a été très 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 difficile. Non, mais c'est pour ça. Je pense que tu l'as vu avec tes camarades. Bien sûr. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc le plus tôt le mieux. Si ça peut commencer, si vous pouvez postuler à la session 1, vos chances sont maximisées. On ne garantit évidemment pas ni l'admissibilité, etc. Mais voilà, c'est un avantage
C'est important. C'est important de postuler tôt. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens que ce qu'on pense qui postulent en fait. Ah oui, question intéressante de Jean-Charles. Quelle stratégie pour les essais pendant l'application? Donc tu as parlé de John School en détail, juste pour Ouais. l'ESSEC, peut-être donner ton point de vue Alors, et comment tu as été accompagné du coup par ton tuteur là-dessus concrètement. alors, pour l'ESSEC, c'était 5 questions différentes, donc qui portaient plutôt sur, les expériences professionnelles. Donc, moi, j'avais eu de la chance, j'ai eu 3 expériences professionnelles, notamment grâce à l'IE, enfin, j'ai pris 2 fois 2 mois de mon été pour faire des expériences, faire des stages. Et ensuite, j'ai eu dans mon cursus 6 mois de stage, obligatoire. Donc, j'avais des expériences. Et là, mon tuteur m'a juste aidé à mieux me vendre, parce que moi, je les décrivais, bon, pas sans émotion, mais j'essayais de faire de mon mieux. J'avais pas le recul nécessaire pour bien me vendre. Et donc, mon tuteur relisait mes essais sans tout me faire, parce que c'était hors de question que ce soit lui qui écrive mes essais à ma place. En revanche, on s'appelait, je faisais mes essais, on s'appelait, il me disait, bah, tu vois là, ça manque c'est un peu monotone, ça manque d'intensité, cette phrase est trop longue. Là, tu pourrais mieux amener ce que tu veux dire. Et donc, mon tuteur, pour moi, c'était juste, je, j'écrivais quelque chose et il le bonifiait. Et en le bonifiant, je comprenais aussi comment faire et comment aujourd'hui, je pourrais essayer de moi aussi de donner des conseils à des personnes qui en ont besoin. Et quel est l'essai que tu as trouvé le plus compliqué du coup à l'ESSEC, celui qui t'a le plus marqué? Euh, En fait, c'est pas facile de parler de ses hobbies. Parce qu'en fait, moi, j'en ai pas mal. J'adore voyager, j'adore le sport, j'aime beaucoup la culture, etc. Et donc, je voulais pas trop m'étaler. Parce que je veux pas que ce soit un catalogue de tout ce que j'ai eu la chance de faire dans ma vie. Donc, il fallait être assez précis, mais leur montrer que j'étais pas uniquement un fou de voyage et que j'étais toute ma vie en voyage. Je voulais leur montrer que voilà, j'avais plusieurs passions dans la vie sans en dire trop ni pas assez. Il fallait trouver cet équilibre qui était pas si facile à trouver, mais, euh, mais voilà, que j'ai essayé de trouver, mais malheureusement l'ESSEC m'a pas pris, donc j'ai dû faire Après, ça erreur un peut petit être peu pour dans ma d'autres raisons, candidature. hein. Oui, ça peut être pour d'autres Faut, raisons. faut bien souligner le fait que la session 3 était particulièrement compliquée, aléatoire, ce qui n'est pas dans l'habitude de l'ESSEC. En général, l'ESSEC, c'est un recrutement qui est quand même beaucoup plus prévisible. Mais voilà, Ça session peut 3. arriver, je suis très heureux à l'ESCP aujourd'hui, il n'y a pas de, Petite y a pas question de souci. bonus, du coup, bon, on va pas refaire le film, mais si tu avais eu le choix entre l'ESSEC et le SCP, t'aurais choisi quoi, honnêtement? Honnêtement, Honnêtement, bah, j'aurais choisi l'ESSEC d'un point de vue classement. J'en parlais c'est vrai, il y c'est a deux vrai. T'es minutes. cohérent, t'es Non, cohérent, c'est t'es cohérent. Non, mais cohérent. il faut être cohérent. Maintenant, Parce que t'as des camarades qui ont fait le choix de l'ESCP par j'ai rapport à des l'ESSEC. camarades avec moi qui étaient dans ma promo de prépaya, entre guillemets, qui sont à l'ESSEC et qui sont très heureux. Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de monde à l'ESCP. Euh, Encore une fois, plein de gens de différentes cultures, différents pays. C'est hyper agréable. Et donc, je regrette pas du tout d'être à l'ESCP. Je suis très content de la qualité des cours, la qualité des profs. Euh, et je suis très content d'être à Paris surtout. L'avantage du campus, être dans Paris plutôt que d'être à Cergy ou à Jouy-en-Josas, c'est un, c'est un vrai avantage et ça contribue à. Enfin, c'est plus simple pour vivre et ça contribue à ma joie du quotidien, on va dire. Super. On arrive au terme du coup de ce deuxième épisode de Secret d'admission. Pour conclure, donc en fait actuellement on a un public à la fois d'étudiants de la prépa que tu as très bien rassuré sur le déroulement de l'année, notamment la gestion du Taj-Mahal dans les pires conditions finalement, hein. Le cours de Ouais, 20 heures, pas les plus simples, ouais. de 20h à 22h sur la période d'hiver, bon, on va dire que tu as beaucoup donné par rapport à la gestion des dossiers, les entretiens. Il y a deux questions que beaucoup de personnes se posent. Mhm. La première question, c'est comment tu as perçu réellement la valeur ajoutée d'une prépa par rapport au fait de travailler seul ou sur d'autres types d'accompagnement? Comment tu as vraiment perçu la valeur ajoutée de Prépaya? Et le deuxième point qui concerne beaucoup d'études internationaux dont tu fais partie, conclure sur pourquoi dans ta situation particulière, tu as fait le choix spécifique du Taj-Mahal par rapport au GMAT et aussi au GRE. Parce qu'on a parlé beaucoup de GMAT. Il y a aussi le GRE qui est un test de plus en plus répandu sur la voie internationale. Voilà, donc ces deux questions que Alors, je te pose pour terminer notre pour répondre, le GRE, c'est un test qui est plutôt nouveau. En tout cas, moi, j'en avais pas la connaissance au moment où je passais le tâche. Donc, ça n'a jamais été une option pour moi. En revanche, c'est vrai que parmi mes copains, j'étais un peu l'exception, l'étudiant qui a fait toutes ses années d'études en anglais,
qui peut faire un test en anglais pour postuler à des écoles partout dans le monde, mais qui décide de faire le Taj-Mahal. Bon, moi, dans ma tête, j'étais plutôt convaincu que je voulais rentrer en France. Non pas que j'aime pas l'étranger, mais j'avais l'impression d'avoir fait mon temps. J'avais fait mon temps en Espagne. J'avais donné, et encore une fois, citoyen français, je vais être amené à travailler en France. Pour moi, c'était inconcevable qu'il n'y ait pas une ligne de mon CV qui soit pas en France. Donc, en fait, j'ai choisi de faire le Taj Mahal. Quand j'en ai discuté avec toi, en plus, on était en entretien ensemble. Tu m'as dit, si tu es convaincu de vouloir rentrer en France, bah fais le Taj Mahal. Et puis en fait, comme je l'ai mentionné un petit peu avant aussi, mon frère a fait le Taj Mahal. Donc, j'avais un petit peu le Taj Mahal, je savais que je pouvais réussir. Là où le GMAT, je découvrais un test, je recommençais de zéro. Là où le Taj Mahal, on va dire que j'avais une petite marche d'avance grâce à mon frère qui avait fait préparer avant. Et quand on en avait discuté ensemble, et avec les discussions que j'avais eues avec mes parents sur le fait que j'étais plutôt convaincu de vouloir rentrer en France. Après, pour revenir à la première question, je pense que sans prépa, c'est extrêmement compliqué. Dans la situation dans laquelle j'étais, il y a deux choses. Trouver la motivation d'après le stage, où les jours sont bons, moins bons, ça peut arriver, d'avoir la motivation de rentrer chez soi et de bosser un examen où en fait, tu comprends rien au début. Au début, c'est dur de comprendre les différentes parties de l'examen, ce qu'on attend de toi, les pièges, c'est truffé de pièges. C'est un examen c'est hyper pointilleux. Dès que tu es convaincu d'avoir la bonne réponse, c'est que tu l'as pas en fait. Donc, cette motivation, sans prépa, je l'aurais jamais eu. Et puis après, il y a une question pratique, enfin, il y a une question plutôt technique en fait. J'avais un retard en maths, un examen que je connaissais par mon frère, que je connaissais pas tous les rouages, etc. Et donc, quand j'arrive à la prépa, quand je tombe sur des profs qui sont monstrueux et qui, en plus, sont habitués à recevoir des étudiants qui découvrent cet examen, on prend notre temps. Au début, on fait 15 questions en une demi-heure, 45 minutes. Il n'y a pas de pression. On va à petit trop. Mais par contre, on comprend bien. Et c'est là où les cours à la prépa, moi, quand j'y allais, j'aimais pas y aller en visio parce que justement, j'avais l'impression d'être moins concentré. Quand je vais à la prépa et que j'étais concentré, j'étais dans ma bulle. On était tous dans notre bulle d'ailleurs. C'était conditions de travail, c'était très méthodique. On travaillait très bien et on était très bien entouré parce qu'on avait notre partie d'autonomie, on faisait les questions et ensuite il y avait une partie de correction où c'était le prof qui venait et on n'était pas très nombreux nous à 20h et donc on avait la chance de pouvoir connaître le prof et lui connaissait nos qualités, enfin plutôt nos défauts, parce que si on était bon dans quelque chose, lui était content pour nous, mais voilà, lui il voulait surtout qu'on perfectionne nos défauts, qu'on soit bon dans tout. C'est plutôt, ça paraît logique, mais en fait c'est pas facile d'être bon dans tout. Donc avoir le prof après Paya, c'était une valeur ajoutée de dingue. Donc entre la motivation et les cours de qualité, je pense que sans prépa, impossible d'avoir une bonne note. Ou très, très compliqué. Impossible n'est pas français, mais voilà, très, très compliqué. Très bien. Alors, moi, je vais conclure, hein, donc merci. On va conclure ce deuxième épisode. Je vais conclure en disant, peut-être en m'adressant à des profils similaires aux tiens, le GMAT et le GRE ne sont pas forcément l'alpha et l'oméga des candidatures quand on vient d'un bachelor à IE ou d'Angleterre, ou plus récemment, il y a beaucoup de Français qui partent aussi, on en parlait aux Pays-Bas aussi. Ouais. Le Taj Mahal doit vraiment être envisagé comme quelque chose une hypothèse sérieuse, parce que je vais un peu plus développer. Le GMAT a quand même beaucoup d'inconvénients. C'est un test qui est quand même beaucoup plus lourd en termes de préparation. C'est en anglais. Même si vous partez étudier en langue anglaise, vous restez quand même francophone et vous êtes Bien plus sûr. à l'aise en français pour la plupart. C'est indéniable. Il y a un autre point aussi avec le GMAT, c'est le coût. Le coût est très élevé. Hein. Alors, pas que du côté du GMAT, mais aussi de notre côté. Hein. La préparation est plus onéreuse, étant plus lourde. Hein. Les volumes horaires ne sont pas les mêmes. Les preuves ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Hein. Les contenus ne sont pas les mêmes. Mais la vraie question, c'est la finalité. On n'a pas beaucoup parlé, mais quand on est de nationalité française, c'est compliqué quand même d'atteindre HEC. Et dans beaucoup de cas, une admission à l'ESSEC ou le SCP, ça se résout avec un bon Taj Mahal. Donc toi, tu as eu 400, mais il y a des gens qui rentrent avec des scores un petit peu inférieurs aux tiens, sans grande difficulté, quand les notes sont au rendez-vous, bien sûr. Peut-être que le GMAT et le GRE sont un petit peu overkill dans ces situations, surtout quand on tient compte des moyens qu'il faut déployer pour obtenir de très bons scores.
Un tâche-mage qui se prépare 2 heures par jour, 5 fois par semaine, comme tu l'as fait, Ouais, et un ça petit permet tâche le d'atteindre week-end, ses objectifs. c'est Voilà. faisable, ouais. Parce que Vraiment. GMAT, actuellement, ils font 9 heures de cours par jour, ils sont en intensif. Même quand on est sur des périodes plus restreintes, on est entre 3 et 5 heures de cours par jour, incluant les week-ends. Hmm. Surtout quand les étudiants sont en stage, C'est impossible. c'est très compliqué. Injouable. Donc, quand on a vraiment la volonté d'étendre ses choix, il y a beaucoup de bonnes raisons de partir faire des masters à l'étranger. Il y a des très bons masters, hein. Il y a les BS, Impérial, LSI, aller à Saint-Gallen, à Bocconi, etc. Enfin, je ne mentionne même pas les États-Unis qui réservent de très belles surprises aussi. Dans ces cas-là, oui, le GMAT, c'est une très bonne chose. Pour les profils qui ont une nationalité étrangère qui peuvent aussi atteindre HEC, ça peut avoir du sens de passer le GMAT. Ouais. Mais un étudiant comme toi qui se projette sur la France, qui veut faire l'ESSEC ou le SCP, c'est des choses qui se discutent, mais t'es pas le seul d'ailleurs, hein. Vous étiez plusieurs dans ce cas-là, hein. Et le stage ne pénalise pas la candidature. C'est pas parce que je viens. C'est pas parce que je Mais t'as vis. raison de le dire, parce qu'il y a des gens qui me posent Mais- vraiment la question, sérieusement. Non, mais je comprends. Ah, je suis à l'étranger, je fais des études en anglais, est-ce que faire le tâche-mage, ils vont pas se dire que Qu'en fait, je suis nul je en suis un tir au anglais. flanc, ou que je suis un tir Exactement. au flanc, je fais exprès de Et- pas bosser, quoi. Et c'est justement pour ça que c'est important de le préciser. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Et en tout cas, ça m'a pas empêché d'être pris à l'ESCP sans souci. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont été pris dans d'autres écoles en venant de l'étranger, en ayant passé le Taj-Maj. Vraiment, il faut s'enlever cet a priori qui est faux. Voilà. Et surtout, faut bien souligner l'historique aussi. Historiquement, avec Prépaya, on a commencé par faire uniquement du tâche-mage. C'est vrai qu'en termes de conseils, on a quand même certaine objectivité, hein, du fait qu'on prépare au tâche-mage, au GMAT, au GRE et même au SHL, c'est moins connu. Mais ponctuellement, dans des cas comme j'ai cité, de personnes qui veulent préparer anticiper et qui ne se compromettent pas finalement en passant en SHL, on peut l'envisager aussi. Bien sûr. Et c'est bien qu'on ait maintenant couvert tout le panel, hein. Il y a aussi le test Bocconi interne, Ouais. test IE interne aussi, on peut préparer, hein. Par exemple, les gens me disent parfois test Bocconi, mais ils ne se rendent pas compte que c'est limite plus dur que le GMAT. Test interne, les gens pensent que ça veut dire facile, mais Ouais, non. parfois il y a des pièges et c'est important d'avoir des conseils. Donc voilà. Merci encore Avec plaisir. et à demain pour l'épisode 3.